On s'est sûrement déjà tout demandé ce qui se cache vraiment derrière le prix d'une assurance auto. Aujourd'hui, on va décortiquer ce mécanisme, on va voir comment la prime est calculée et comment ça se passe jusqu'à l'indemnisation en cas de coup dur. Allez, c'est parti. Alors, pour y voir plus clair, voilà le programme. D'abord, on va s'attaquer au nerf de la guerre, le calcul de la prime. Ensuite, on explorera en détail les facteurs qui font varier le prix. Après ça, on verra très concrètement ce qui se passe en cas de sinistre. Et pour finir, on découvrira le filet de sécurité qui existe en tout dernier recours. Allez, on attaque tout de suite avec la première section, le calcul de la prime. C'est vraiment la base de tout. Et la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est « Mais pourquoi est-ce que ça varie autant d'une personne à l'autre? Pourquoi il n'y a pas juste un prix fixe pour tout le monde ?» Eh bien la réponse, elle tient en un seul mot, le risque. En fait, il faut voir la prime d'assurance un peu comme un costume sur mesure. Elle n'est pas standard parce qu'elle est taillée pile poil sur le risque que l'assureur pense prendre en couvrant un conducteur et un véhicule en particulier. Chaque situation est unique, donc chaque prix l'est aussi. Ok, passons à la deuxième section et voyons ensemble quels sont ces fameux facteurs qui vont construire le prix final. Alors concrètement, qu'est-ce qui entre en jeu dans ce calcul de risque? En gros, tout se résume à deux grandes familles d'informations. D'un côté, on a tout ce qui concerne la voiture elle-même, et de l'autre, le profil de la personne qui la conduit. Et attention, parmi tous ces critères, il y en a un qui pèse bien plus lourd que tous les autres. C'est l'usage du véhicule. Ce qu'on fait avec sa voiture au quotidien. Ça a un impact absolument énorme sur le calcul. Et quand on regarde cette répartition, c'est très parlant en fait. On comprend tout de suite qu'assurer une voiture personnelle pour aller au travail en catégorie 1, ça n'a rien à voir avec le risque d'un engin de chantier en catégorie 9 ou d'un taxi qui roule toute la journée en catégorie 11. Chaque catégorie, c'est un niveau de risque bien à part. Bien sûr, l'usage, c'est la grosse pièce du puzzle. Mais ce n'est pas tout. On va ensuite ajouter d'autres éléments, comme la puissance du moteur, la valeur de la voiture, son carburant. Tous ces petits détails permettent d'affiner le calcul pour que le prix soit le plus juste possible. Voilà pour la voiture. Mais évidemment, ça ne fait que la moitié de l'équation. Parce que pour avoir une vision complète du risque, l'assureur doit aussi savoir qui est au volant. Et là, les statistiques sont assez claires. Les conducteurs plus jeunes ou qui ont leur permis de peu sont statistiquement plus souvent impliqués dans des accidents. C'est juste une question d'expérience. Pareil, une profession qui oblige à être sur la route toute la journée, ça augmente mathématiquement les chances d'avoir un incident. Et tout ça, ça nous amène au fameux système de bonus-malus. Le mécanisme est simple à comprendre. Si on conduit prudemment, sans accident responsable, on est récompensé avec des réductions qui peuvent devenir vraiment intéressantes, jusqu'à 35%. Mais attention, la sanction est immédiate. Un seul accident où l'on est en tort, et hop, ce bonus durement gagné peut être remis à zéro. Ok, on a vu le prix. Troisième section, maintenant, que se passe-t-il concrètement quand on a un pépin en cas de sinistre? Pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, premier mot de vocabulaire important, sinistre. C'est tout simplement le terme officiel, le mot du contrat, pour parler de l'événement, l'accident, le vol, qui va faire jouer l'assurance. Ensuite, il y a la franchise. Ça, c'est la part qui reste à payer de sa poche. Un exemple tout simple, s'il y a 1 000 € de réparation sur sa voiture et une franchise de 200, l'assurance va payer 800. Mais le point crucial, vraiment, c'est que cette franchise ne s'applique jamais aux dégâts causés à une autre personne. La victime, elle, est toujours indemnisée à 100%. Et enfin, la subrogation. Alors oui, le mot fait un peu peur, mais en réalité, c'est un processus hyper pratique. Ça veut dire que son propre assureur indemnise d'abord, rapidement, sans attendre, et ensuite c'est lui qui se charge de toutes les démarches pour récupérer l'argent auprès de l'assurance du responsable. Pas besoin de s'en occuper. Concrètement, comment ça se passe? Le processus est super cadré. Et la première chose, vraiment la plus importante, c'est le timing. On a 5 jours ouvrés pour déclarer un accident. Mais attention, seulement 48 heures en cas de vol. Ces délais sont cruciaux. Après ça, il faut fournir les papiers, notamment le constat. Puis, un expert vient évaluer les dégâts. Et enfin, le règlement est déclenché. Allez, on aborde notre dernière partie qui est essentielle, la protection en dernier recours. Parce que voilà, il y a des scénarios, disons, plus sombres. Qu'est-ce qui se passe si la personne en face n'a pas d'assurance? Ou pire, si elle commet un délit de fuite et disparaît, qui paie dans ces cas-là? Eh bien, c'est là précisément dans ces cas extrêmes qu'intervient un organisme essentiel, le Fonds de garantie automobile, le FGA. Il faut le voir comme l'ultime rempart du système, un vrai filet de sécurité qui a été créé pour que les victimes de dommages corporels, surtout, ne se retrouvent jamais sans aucune solution. La question, c'est d'où vient l'argent? Eh bien, de nous tous, en fait. Une toute petite partie de chaque prime d'assurance, environ 2%, est prélevée pour alimenter ce fonds commun. C'est un principe de solidarité. Ce fonds garantit une compensation aux victimes, même s'il faut savoir que les montants sont souvent plafonnés et que la couverture n'est pas aussi large qu'avec une assurance classique.
Finalement, tout ça nous amène à une dernière réflexion. Une question de perspective en fait. Est-ce qu'on doit voir l'assurance auto comme une simple dépense contrainte, une obligation légale, ou est-ce que ce n'est pas plutôt un outil essentiel, un pacte qui nous protège nous, individuellement, mais qui protège aussi toute la société? C'est une bonne question à se poser.